Une nouvelle vidéo, cette fois sur les systèmes linéaires. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit de plusieurs équations avec plusieurs inconnus linéaires, c'est-à-dire de cette forme-là. On a quelque chose de la forme AX plus BY plus CZ plus, il peut y avoir davantage d'inconnus, égale un premier second membre que je vais appeler S1 par exemple, et puis on a une deuxième équation de ce type, A'X plus B'Y plus C'Z plus égale un second membre, et ainsi de suite. On peut avoir autant d'équations que l'on veut, autant d'inconnus que l'on veut, mais toujours de cette forme-là, ce qu'on appelle une combinaison linéaire en fait, des inconnus. On a chaque inconnu qui est multiplié par un coefficient ici réel, et de l'autre côté, on a un second membre réel aussi. Pour résoudre ces systèmes, on va utiliser la méthode dite du pivot de Gauss. Alors on peut faire un pivot de Gauss total ou partiel. Le pivot de Gauss partiel, en fait, c'est mettre, à l'aide de cette méthode que l'on va expliciter, le système sous forme dite triangulaire, et ensuite, par substitution, de remonter pour trouver l'éventuelle valeur de toutes les inconnues si jamais il y a une unique solution, et sinon, on verra comment on fait. Et on peut avoir un pivot de Gauss total, c'est-à-dire que l'on continue la méthode que je vais vous présenter jusqu'à temps que on obtienne la solution du système. Alors quand je dis la solution, je devrais plutôt dire l'ensemble des solutions, parce qu'un tel système peut très bien avoir une unique solution, il peut en avoir une infinité, ou il peut n'en avoir aucune. Donc ce pivot de Gauss, il s'appuie sur ce que l'on appelle des opérations élémentaires. Donc qu'est-ce que c'est qu'une opération élémentaire? Ici, en fait, on va travailler sur les différentes équations que l'on va appeler les lignes du système. Donc là, on aura la ligne 1, la ligne 2, et ainsi de suite. Et le pivot de Gauss nous dit qu'on obtient un système équivalent, c'est-à-dire au sens où il a les mêmes solutions que le système précédent, en appliquant les trois opérations élémentaires que je vais vous décrire. Première opération élémentaire, alors les opérations élémentaires sont celles-ci. La première, c'est échanger deux lignes. Je ne modifie pas les solutions du système, finalement, c'est en cela c'est ça que veut dire l'équivalence. Je ne modifie pas les solutions du système en échangeant deux lignes. Deuxième opération élémentaire, multiplier une ligne par un réel non nul. Et troisième opération élémentaire qui va nous permettre de résoudre le système, c'est remplacer une ligne. Alors remplacer, je vais dire les choses plus précisément. Remplacer la ligne numéro i par li plus un certain nombre de fois lj, avec bien sûr alpha un certain réel. Si j'applique une à une ces opérations élémentaires, eh bien je conserve l'ensemble des solutions du système initial. Et bien sûr, c'est ça que l'on veut, partir de notre système initial qu'on ne sait pas forcément résoudre, en tout cas directement, et le transformer petit à petit en un système dont on va être capable de donner les solutions. Alors, par commodité, parfois, il se trouve qu'on va être capable d'opérer plusieurs de ces opérations élémentaires à la fois, parce que, comme on va le voir, ce ne sont pas des opérations très compliquées, mais ça peut être un petit peu long, et surtout, ça nous oblige à réécrire le système à chaque fois, et c'est ça qui est long. Donc parfois, on a envie d'opérer plusieurs opérations élémentaires simultanément. Alors en théorie, on ne devrait pas le faire. En pratique, souvent ça ne pose pas de problème, notamment si les différentes opérations que l'on va faire, entre guillemets, ne se marchent pas sur les pieds. Par contre, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Typiquement, si j'échange de ligne et qu'ensuite je remplace, en même temps, j'ai envie de dire, je remplace une ligne par li plus alpha lj, si je m'y prends bien, c'est-à-dire que je fais bien attention au fait que la numérotation de mes lignes correspond à mon ancien, entre guillemets, système,
ça peut fonctionner. Mais la plupart du temps, ce qui se passe quand les étudiants font plusieurs opérations élémentaires systématiquement, c'est qu'ils mélangent en fait des lignes de l'ancien système et des lignes du nouveau système. Et ça, très vite, ça engendre un gros souci. Typiquement, j'échange la ligne 1 et la ligne 2 et je fais une combinaison linéaire ensuite avec la ligne 3 par exemple et la ligne 2 sans penser que c'est l'ancienne ligne 2 à laquelle je devrais faire référence et non pas la nouvelle. Et au bout d'un moment, je me retrouve avec deux équations identiques, chose que l'on n'avait pas au départ. Donc il faut vraiment être rigoureux avec ces opérations élémentaires. Si on les fait une par une, ça pose aucun problème. Si on veut en faire plusieurs à la fois, il faut vraiment faire très attention à ce que l'on fait. Ça permet d'aller plus vite, mais si on n'est pas bien attentif, ça induit quand même de grosses erreurs assez rapidement. Donc voilà pour les opérations licites, hein, et ici il faut bien faire attention au fait qu'on doit multiplier par un réel différent de 0. Alors quand on a un système à résoudre et que ce système ne dépend pas d'un certain paramètre, ça ne nous pose aucun souci. On se rend bien compte qu'on ne multiplie pas par 0. Par contre, dès lors qu'on va être amené à résoudre un système dont les coefficients dépendent d'un certain paramètre, là, ça peut être tout de suite plus compliqué et on va avoir plusieurs cas à vérifier. Donc on va faire 3 exemples de systèmes. Un système que l'on va pouvoir résoudre sans difficulté majeure, un système qui aura une infinité de solutions, on va voir comment on va gérer, et ensuite un système avec des paramètres où là aussi on sera amené à faire attention à ce que l'on fait. Bon, je dis on fait toujours attention à ce qu'on fait, mais encore plus là parce que les coefficients pourront être nuls. Donc le premier système. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas descendre? Voilà. Donc le premier système que je vais appeler S1, c'est le système suivant, donc 2x plus 3y plus z égale 6, x moins 2y plus z égale 0, 3x plus 7y moins z égale 9. Voilà, système, 3 équations, 3 inconnus. Ça devrait fonctionner, hein, on va arriver à résoudre ce système. Résoudre le système, ça n'est pas forcément trouver une solution unique, hein, mais c'est trouver l'ensemble des solutions, c'est-à-dire toutes les valeurs possibles pour le triplet x, y, z. Donc, pour résoudre ce système, on a tout intérêt à commencer par amener cette deuxième ligne pour laquelle, ici, le coefficient en x, que l'on peut appeler le pivot, est égal à 1 en première ligne. Ça va nous aider en fait à résoudre le système. Je dis bien aider, hein, il n'y a pas d'obligation à cela, on peut faire autrement, mais ça risque de générer des coefficients fractionnaires qui seront plus compliqués à gérer. Donc ce système, le pivot de Gauss me dit qu'il est équivalent au système dans lequel j'ai échangé, par exemple, les deux premières lignes. Donc ici j'aurai x moins 2y plus z égale 0, et j'indique ce que j'ai fait. Dans la ligne L1, j'ai mis la ligne 2. Ensuite, j'aurai 2x plus 3y plus z égale 6. Dans la ligne 2, j'ai mis la ligne 1. Et puis la troisième ligne, je n'y touche pas, je la laisse telle quelle. Et donc, je n'indique pas d'opération puisque je n'ai rien fait. Voilà. Ensuite, la première ligne, une fois que je l'ai mise là, j'ai un coefficient 1 qui est là, elle est très bien, je ne vais plus y toucher. Alors en théorie, bien sûr, hein, ça n'est pas une obligation, c'est-à-dire que je pourrais très bien, si je le souhaitais, utiliser ou modifier encore la ligne 1, mais on a tout intérêt dans cet algorithme, hein, puisque c'est un algorithme de résolution, à laisser cette première ligne-là et à ne plus y toucher. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que dans les deux autres lignes, on va se servir de la première pour fabriquer de nouvelles lignes dans lesquelles il n'y aura plus l'inconnu x. Et pour ce faire, par exemple, donc dans la ligne 2 maintenant, je vais prendre l'ancienne ligne 2 et je vais lui retirer 2 fois la ligne 1. C'est une opération, j'ai oublié le 2. C'est une opération élémentaire, hein, ici avec alpha égale moins 2, pas de problème. Donc je vais bien sûr faire le travail inconnu par inconnu. Donc ici j'ai 2x et je dois lui retirer 2 fois la première ligne, donc 2x moins 2x, je n'en ai plus, et évidemment, normalement, on fait les choses exprès pour que ce soit le cas. Donc il n'y a plus de x. Très bien. Ensuite, j'ai 3y.
et je dois lui retirer 2 fois la précédente ligne, c'est-à-dire moins 2 fois moins 2y. Donc je dois lui ajouter 4y. Donc 3y plus 4y, ce qui me fait 7y. Et ensuite, ici, j'ai z, moins 2z, ce qui me fait moins z. Ce que j'ai fait au premier membre, je dois le faire aussi au second membre. Ici, je vais avoir 6. 6 moins 2 fois 0, ça me fait 6. Pour la troisième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pour retirer les x, je vais lui retirer 3 fois la première. 3x moins 3 fois x, 0, on l'a fait exprès là aussi. 7y moins, alors moins 3 fois moins 2, donc plus 6, ce qui va m'en faire 13 dy. Moins z moins 2z, donc moins 3z, est égal à... non, pardon, c'était multiplié par 3, donc ici je vais avoir moins 4z. J'ai moins z, moins 3 fois z, donc ce qui me fait bien moins 4z, et donc 9 moins 0, ce qui me fait 9. J'ai obtenu un système qui est comme cela, un petit peu meilleur. Je n'ai plus de x, donc en fait, maintenant je me retrouve avec une espèce de sous-système ici, qui n'a plus que 2 équations et 2 inconnus. Et donc maintenant je vais travailler sur ce système pour, comme on l'a fait précédemment, nous arranger pour faire disparaître là aussi des inconnus. Donc on peut faire au choix disparaître z ou y, peu importe. Alors typiquement, les étudiants ont ici souvent l'idée de travailler sur le y de façon à avoir un système triangulaire, mais le système triangulaire, on peut très bien l'avoir autrement, puisque l'opération de l'addition est commutative. Donc ici, j'ai certes écrit x moins 2y plus z, mais j'aurais pu tout aussi bien écrire x plus z moins 2y égale 0. Et ici, échanger l'ordre d'écriture des variables y et z, mais sans changer quoi que ce soit finalement dans les équations. D'ailleurs, c'est peut-être ce que l'on va faire pour mieux comprendre les choses. Donc ici, j'aurai x plus z moins 2y égale 0. En fait, je n'ai rien fait, j'ai simplement réécrit les choses autrement. Ici, j'aurai moins z plus 7y égale 6. Et ici, j'aurai moins 4z plus 13y égale 9. Je réécris juste autrement pour vous montrer que je mets les inconnus dans l'ordre que je souhaite. Évidemment, en pratique, dans la résolution des systèmes, on n'aura pas besoin d'écrire ça. Donc maintenant, je vais faire mes transformations. La deuxième, je n'y touche pas. Et je vais juste travailler sur la troisième. La troisième, qu'est-ce que je vais faire ? Ici, si je lui retire 4 fois la première, j'aurai moins 4z moins 4z, je n'aurai plus de z. Donc je vais prendre L3 moins 4 fois L2. Donc, moins 4z plus 4z, 0. C'est là qu'il faut faire attention avec toutes ces histoires de signes. 13y moins 4 fois 7, 28. Donc 13y moins 28 z, il nous restera donc, si je ne dis pas de bêtises, moins 15y égale 9 moins 4 fois 6, 24, je trouve moins 15. Et là maintenant, grâce à ma dernière équation, je vais pouvoir trouver une valeur pour y. Et en remontant, j'aurai une valeur pour x, une valeur pour z. Ce système a une solution unique. On dit que le système S1 est un système de Cramer. Un système de Cramer, c'est un système qui a une unique solution. Donc bref, ce système S1, il est équivalent à quoi? Donc ma première ligne. Je vais faire le travail en partant du bas. Donc je vais avoir y qui sera égal à moins 15 sur moins 15, c'est-à-dire à 1. J'aurai ici, si je travaille sur cette équation-là, j'aurai z qui sera égal à 7y moins 6, c'est-à-dire 7 fois 1 moins 6, c'est-à-dire égal à 1. Et je remets dans la première ligne, x sera égal à 2y moins z, donc 2 fois 1, 2 moins 1, 1.
Et finalement, ce système, il a bien une unique solution, qui est le triplet 1, 1, 1. Donc voilà pour ce premier système et la méthode que l'on a utilisée. Remarquez que ici, plusieurs fois, d'ailleurs plusieurs fois là vous voyez, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé, j'ai appliqué simultanément, en quelque sorte, deux opérations élémentaires. J'aurais dû, en fait, détailler, faire les deux opérations, l'une d'abord, puis l'une après, mais ce qui m'aurait obligé à réécrire le système un petit peu plus de fois. Et ici, il n'y a pas de problème, parce que quand j'écris ces opérations élémentaires, vous voyez que ici je modifie la ligne L2, en utilisant L2 et L1, mais je modifie juste la ligne L2. Dans mon opération élémentaire qui est ici, je modifie la ligne L3, mais pour modifier cette ligne L3, je n'utilise pas la ligne L2 que je viens de modifier. Donc il n'y a pas ici d'opération qui risque de se marcher un petit peu sur les pieds et qui pourrait nous poser problème. Voilà, donc il faut bien faire attention à ça, c'est vraiment le truc primordial dans l'utilisation du pivot de Gauss. Si jamais je veux faire plusieurs opérations simultanément, attention à ce qu'elles ne se marchent pas sur les pieds. Deuxième exemple de système, le système que je vais appeler S2, qui sera 2x plus 2y plus 6z égale 0, x moins 2y égale 0. Donc très clairement ici, le système, il ne peut pas avoir de solution unique, c'est pas possible. Soit je peux en avoir aucune, soit je peux en avoir une infinité, pour la raison très simple que j'ai 3 inconnus, mais je n'ai que 2 équations. Quand vous avez moins d'équations que d'inconnus, il est impossible d'avoir un système qui a une unique solution. Soit il n'y en a pas parce qu'on va se retrouver avec des équations incompatibles, et soit on en a une infinité. Mais la méthode de résolution va être exactement la même que celle que l'on a vue précédemment. À l'aide du pivot de Gauss, alors ici on n'aura même pas besoin de pivot de Gauss parce que j'ai fait le système de façon à ce qu'il soit simple à résoudre, mais si jamais on n'avait pas eu ça, on aurait dû utiliser le pivot de Gauss. Je réécris la deuxième en disant que x égale 2y. J'exprime une inconnue en fonction d'une autre. Ce y, on dit que c'est une inconnue auxiliaire. Et je vais reporter ça dans la première. Donc ici, j'aurai x qui vaut 2y, donc ce qui me fait 4y, plus encore 4y, 4y plus encore 2y, ce qui me fait 6y, plus 6z, égale 0. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que donc je sais que x est égal à 2y, et je vais exprimer z en fonction de y. Donc j'aurai que 6, je vais mettre directement z. Z est égal à moins 6y sur 6, c'est-à-dire moins y. Et donc finalement, j'ai réussi à exprimer mes inconnus en fonction d'une autre. C'est ça que l'on fait quand on a un système de ce type, c'est-à-dire qui n'apporte pas d'équations qui se contredisent, et pour lesquelles on n'a pas assez d'équations, entre guillemets, pour résoudre le système. Donc finalement, comment est-ce qu'on va décrire les solutions de ce système ? J'ai une valeur de x, mais qui est égale à 2y. J'ai une valeur de z, mais qui est égale à moins y. Donc tout peut s'exprimer en fonction de y. Donc ici, j'aurai y. X, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 2y. Z, qu'est-ce que c'est ? C'est moins y. Et tout ça, sachant que y est un certain réel. Donc je me retrouve avec une infinité de solutions exprimées de cette façon-là. Parfois, on ne peut pas exprimer en fonction d'une seule inconnue, il faut exprimer en fonction de plusieurs inconnues. Reste le troisième cas, un système qui dépend d'un certain paramètre. Donc souvent, on nous dit que le paramètre, donc ici je vais appeler lambda, est un réel ou éventuellement dans un ensemble plus petit, peu importe. Donc on aura 1 moins lambda x plus z égale 0, c'est ma première inconnue, ma première équation. La deuxième équation, c'est 1 moins lambda y égale 0. Et ma dernière équation, c'est x plus y plus 1 moins lambda z égale 0. On est bien conscient là-dedans que lambda n'est pas une inconnue. C'est un paramètre fixé au départ. On ne sait pas exactement combien il peut valoir, mais résoudre ce système, ça n'est pas trouver une valeur pour lambda, c'est trouver une valeur pour x, y et z.
Ce système-là, déjà, ici, on peut se rendre compte que cette deuxième équation, suivant la valeur de lambda, elle peut ne rien vouloir dire du tout. Typiquement, si lambda égale 1, on aurait 0 égale 0. Donc on va faire un premier cas. Qu'est-ce qui se passe si lambda égale 1? Dans ce cas-là, le système S3 s'écrit. Il s'écrit comment? Ici, je n'ai plus de x, j'ai z égale 0. Ma deuxième équation, elle disparaît puisque c'est 0 égale 0, c'est toujours vrai, ça ne m'apporte pas d'information. Et la dernière, ça sera x plus y, ici j'ai plus de z, vaut 0. Et donc cette chose-là est équivalent à z égale 0 et y, par exemple, qui vaut moins x. Donc je peux tout de suite donner l'ensemble des solutions. Donc j'ai bien trois valeurs à donner. Z vaut forcément 0, y vaut moins x, et x, je vais mettre x, et comme tout à l'heure, sachant que x est un réel. Donc voilà, si lambda égale 1, les solutions que j'ai, je n'ai pas une seule solution, j'ai une infinité de solutions de ce type-là. Maintenant, on va regarder ce qui se passe si lambda n'est pas égal à 1. Et dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce que l'on a? On reprend notre système S3, qui est 1 moins lambda x, j'ai pas mis la parenthèse au bon endroit, voilà, plus z égale 0. On a 1 moins lambda y qui vaut 0, et on a x plus y plus 1 moins lambda z qui vaut 0. Mais cette fois, comme 1 moins lambda n'est pas égal à 0 puisque lambda est différent de 1, c'est forcément y qui vaut 0. Donc j'aurai y qui vaut 0. Et là, je ne m'embête pas, je remplace directement y par 0 dans les autres équations. Donc ici, on aura x plus 1 moins lambda z qui vaut 0. Et ici, je n'avais pas de y, donc ça ne change pas. 1 moins lambda x plus z qui vaut 0. Bon. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va appliquer du pivot de Gauss pour résoudre le système tel qu'il reste, puisqu'on a un système en fait de deux équations à deux inconnues, tout simplement. Donc le y égale 0, je vais le remettre ici, pas de problème. Je vais conserver cette équation-là ici. X plus 1 moins lambda z égale 0. Et puis la dernière, ce que je vais faire, c'est que je vais lui appliquer une certaine transformation en disant donc que ma nouvelle ligne 3, donc la nouvelle ligne 1, c'est l'ancienne ligne 2. La nouvelle ligne 2, c'est l'ancienne ligne 3. Et la nouvelle ligne 3, donc là, il faut faire attention à ce que je vais écrire pour ne pas que les différentes opérations se télescopent. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais donc prendre l'ancienne ligne 1 et je vais lui retirer 1 moins lambda multiplié par l'ancienne ligne 3. Donc il faut faire très attention à ce genre de travail, parce qu'ici vous voyez que je multiplie la ligne 3 par un certain coefficient qui dépend du paramètre lambda. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Comme j'ai supposé ici que lambda était différent de 1, ce coefficient-là, il est bien différent de 0. Donc ça ne me pose pas de problème. Remarquez que si jamais j'avais ici 1 moins lambda qui était égal à 0, j'aurais dans la ligne 3 mis la ligne 1. Mais la ligne 1, j'aurais simplement fait une permutation des trois lignes, ce qui ne me poserait pas ici de problème. Parfois ça peut en poser. Typiquement si c'était pas L1 moins 1 moins lambda L3, mais si c'était L2 par exemple, ça pourrait me poser problème, parce que dans le cas où ce coefficient-là serait égal à 0, j'aurais deux fois la ligne 2 qui apparaîtrait. Et donc, je fabriquerai artificiellement un système qui n'aurait plus de solution unique. Donc, on va faire le travail proprement maintenant. Donc, on fait bien référence aux anciennes lignes et plus à celle-là. Donc, l'ancienne ligne 1 à laquelle je vais retrancher 1 moins lambda multiplié par celle-là. Donc, je l'ai fait exprès pour qu'il n'y ait plus de x. Ensuite, je vais avoir une fois z moins 1 moins lambda z. Alors, moins 1 moins lambda au carré, du coup. Donc, on aura 1 moins lambda au carré, z,
qui vaut 0, ce qui me permettra de trouver z à l'étape d'après. Et donc, si on réécrit les choses, donc on a toujours y égale 0, on a toujours x plus 1 moins lambda z qui vaut 0, et dans la dernière équation, là on va faire le travail bien sûr, on aura donc 1 moins, alors attention c'est une identité remarquable, 1 moins 2 lambda plus lambda carré, le tout facteur de z, qui vaut 0. C'est-à-dire qu'on aura y égale 0, on aura x plus 1 moins lambda z qui vaut 0, et dans la dernière ligne, on aura donc moins lambda carré, plus de lambda, 1 moins 1 ça s'en va, multiplié par z égale 0. Donc là vous voyez tout de suite que ce qu'il y a d'embêtant avec ces systèmes, c'est qu'il faut tout le temps recopier, alors on pourrait calculer un peu plus vite bien sûr, hein. X plus 1 moins lambda z égale 0. Et dans le dernier, je peux mettre lambda en facteur. Donc je vais avoir lambda, facteur de 2 moins lambda z, qui vaut 0. Et comme tout à l'heure, je me retrouve avec plusieurs possibilités. Lambda peut être égal à 0. Premier, alors je vais marquer sous K. Lambda égale 0. Dans ce cas-là, le système 3... il équivaut à quoi? Eh bien à y égale 0 et à x plus 1 moins 0. Donc x plus z égale 0. Et ma dernière ligne, c'est 0 égale 0. Ce qui revient donc à y égale 0 et à x, par exemple, égale moins z. Et donc dans ce cas-là, l'ensemble des solutions du système, c'est x qui vaut moins z, y qui vaut 0, z, sachant que z appartient à R. Ça, c'est réglé. Maintenant, on a un deuxième sous K. Alors, on n'est pas obligé de mettre sous K. Hein. Lambda égale 2. Pourquoi lambda égale 2? Bien parce que ça rend ici cette troisième équation toujours de la forme 0 égale 0. Et dans ce cas-là, S3, il équivaut à quoi? Bon, bah, j'ai toujours mon y égale 0. Ensuite, j'ai x plus, je crois que c'était 1 moins lambda, donc 1 moins 2, ce qui me fait moins 1. Donc j'aurai x moins z qui vaut 0. 1 moins 2, ce qui me fait moins 1. Ce qui revient à dire que y égale 0 et que x égale z. Donc dans ce cas-là, j'aurai un ensemble de solutions qui serait le suivant, qui serait donc z, 0, z, avec z appartenant à R. Et puis dernier cas, alors je dis le dernier parce que j'ai fait le travail avant et que je sais que c'est le dernier. Lambda différent de 2, lambda différent de 0, et bien sûr, on est dans le cas où lambda était différent de 1. Et dans ce cas-là, S3 il est équivalent à quoi? On a toujours notre, c'était y qui valait 0, on a x plus 1 moins lambda z qui vaut 0, et ma dernière équation, eh bien, si jamais vous avez un coefficient non nul multiplié par z qui vaut 0, c'est que z vaut 0. Ce qui revient à y égale 0. Si je remplace z ici par 0, j'obtiens x égale 0, et ici j'obtiens z égale 0, c'est-à-dire que je n'ai plus qu'une seule solution, qui est 0, 0 et 0. Donc voilà comment on gère les systèmes avec des paramètres, en faisant bien attention à tous les cas possibles. Attention, quand on doit diviser par un nombre, on ne doit pas diviser par 0. Attention, quand je multiplie une ligne, il faut que je fasse attention à ce que je fais pour ne pas générer artificiellement une redondance de plusieurs lignes. Et si vous avez le moindre doute, le mieux est d'écrire un petit peu plus de système, mais de séparer les opérations, alors sauf évidemment l'échange de deux lignes ou éventuellement la permutation circulaire de plusieurs lignes, mais si vous avez le moindre doute, on fait les opérations élémentaires une par une, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Voilà pour les systèmes.